Peine, chagrin, douleur. Les sentiments exprimés depuis l'annonce officielle de la mort de Georges Otili ont cela de commun qu'ils tentent de mettre un mot sur le ressenti des Guyanais face à la perte d'un des hommes forts de notre territoire. Nous lui rendons hommage dans ce journal. La dernière séance plénière de la CTG, bien que bousculée par le départ du président suite à l'annonce du décès de M. Otili, a validé le budget primitif 2018, budget augmenté qui met l'accent sur l'aide aux personnes âgées, la construction d'établissements scolaires et l'aide sociale à l'enfance. Ruth Briquet peut être fière d'elle, et la Guyane aussi. La jeune femme s'est hissée parmi les 12 finalistes de l'élection de Miss France, malgré une concurrence implacable. Elle se confie pour nous sur cette soirée particulière. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre ce journal en direct sur Facebook. La première phase des Assises des Outre-mer a pris fin ce jour, avec la récolte des travaux soumis et la présentation d'une synthèse par le comité local d'orientation. Le préfet fait le point sur la participation guyanaise au micro de Gaël Ouassim. C'est le comité local d'orientation qui vient mettre un trait en pointillé sur la première partie de ce que sont les assises. C'est-à-dire que 8 groupes de travail, des comités techniques se sont réunis pendant les semaines précédentes pour définir avec les citoyens, avec des porteurs de projets, avec des gens qui ont des idées, des élus, des citoyens, des gens du monde associatif, définir des projets qui intéressent la Guyane. Alors ça va de l'aménagement d'un quartier de Cayenne jusqu'à la définition d'une cellule d'ingénierie publique pour aider les collectivités à porter leurs projets, à ce que l'État puisse les financer, mais aussi à l'autoconstruction pour un lotissement ou le développement de la pêche ou la définition de ce que devraient être les nouveaux bateaux de pêche pour la flotte de pêche guyanaise. Voilà, c'est 228 projets qui ont été mis sur le papier, sur un document assez épais. Maintenant, la deuxième phase s'enclenche, qui est la sollicitation des citoyens. Et avant cela, nous allons, les rapporteurs de chacun des groupes de travail vont passer dans les médias, sur votre chaîne certainement, et sur les radios, pour essayer de démontrer aux citoyens, en tout cas d'expliquer tout ce qui a été fait, les travaux qui ont été faits, les réflexions qui ont été menées et les projets qui en sont sortis. Les citoyens, en retour, doivent nous faire part de leurs sentiments, de leurs demandes d'amélioration ou des idées nouvelles. Et là, c'est le deuxième temps de ces assises. Ensuite, d'ici le mois de mai-juin, en tout cas avant l'été, il y aura un document global qui sera rédigé et qui nous permettra de lancer le top pour la réalisation concrète de chacun des projets. La volonté du président de la République et de la ministre des Outre-mer, c'est que d'ici 2022, l'ensemble des projets que nous aurons décidé de porter soient financés, installés et productifs. Ce sera sans doute un Noël difficile pour les transporteurs de la CACL qui ont investi ce matin l'accès à l'EPCI. La raison de ce mouvement, des salaires qui n'auraient pas été versés depuis près de 7 mois. Gaël Ouassim a interrogé Patrick Alderson, le président du groupement économique des transporteurs. Alors aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Après plus de 3 ans de travail et de bons loyaux services rendus à la CACL, nous nous retrouvons depuis le mois de juillet à ne pas être payés de nos factures. Donc imaginez, ça fait bientôt 7 mois. 7 mois sans trésorerie, sans facture. Et aujourd'hui, nos entreprises sont impactées par cette défaillance de la CACL, tant au niveau de nos banques, de nos salariés et de nos cotisations sociales. Voilà. Ce dialogue a commencé depuis le 9 octobre 2017. Plusieurs rencontres ont été faites afin de trouver une solution rapide pour qu'on puisse être payé dans un délai, je dirais, déterminé. Il s'avère que la semaine dernière encore, il a fallu faire un coup de force, certes présent, pour pouvoir obtenir un résultat. Et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons toujours rien. Ça porte même préjudice au sein même de notre, je dirais, équipe, nos salariés, qui eux-mêmes ne sont toujours pas payés pour le mois de novembre, puisqu'il y a quelques retraits de chèques qui ont été retournés par la banque. Et aujourd'hui, on a une grosse difficulté. Cela n'empêche que nous tentons quand même de continuer à travailler, d'assurer la continuité de notre service public. Il s'avère que de l'autre côté, les contrôleurs passent pour s'assurer que les bus sont présents, nous assurant la vente des tickets, mais sans pour autant se poser la question comment nous fonctionnons, puisque nous ne sommes toujours pas payés de nos factures. Si aujourd'hui on n'a pas de réponse, n'attendez pas de notre part qu'on puisse bouger, parce que là, sincèrement, au 17 décembre 2017, je ne sais pas ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Cap sur la Martinique, où certains élèves de Sainte-Rose n'auront pas cours cette semaine. 2 établissements de la ville ont été fermés car infestés par les rats. Le nettoyage a commencé ce matin. Reportage de nos correspondants sur place. Vendredi dernier, la présence de rats a été signalée par des agents communaux dans ces 2 établissements. Fermés depuis ce matin,
Un protocole de dératisation sera effectué par des entreprises privées. Il faut quand même pour une dératisation une certaine expertise. N'oublions pas que nous avons la sécurité, la santé des élèves, de nos petits Saint-Rosiers en jeu. Cela ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Donc, nous devons avoir cette expertise des entreprises compétentes et nous faisons appel à ces entreprises. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un protocole. L'entreprise doit nous donner le nombre d'appâts posés et ensuite revenir et nous donner le nombre d'appâts mangés, qui a été mangé, le nombre de nuisibles qui a été trouvé, mort, et aussi bien nous dire s'ils n'ont pas trouvé un appât. Parce qu'on ne sait jamais si un appât a été perdu, pour que les agents qui sont au sein des écoles soient très vigilants. Pour faire face à cette prolifération de rats, la commune va mettre en place des actions préventives. Nous avons des dératisations programmées. Toutes les écoles sont dératisées durant toutes les vacances scolaires, petites et grandes. Nous en avons 15 sur le territoire et à chaque vacances, c'est programmé, nous dératisons. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à une difficulté supplémentaire parce que, comme je vous dis, il y a une prolifération. Donc, nous allons, avec Madame le maire, mettre en place une campagne accentuée pour pouvoir éradiquer complètement ce problème. Ces 2 établissements sont fermés pour une semaine. Leur réouverture est prévue le 8 janvier 2018. La Guyane a salué le départ du sénateur Georges Othily, décédé ce lundi 18 décembre des suites d'une longue maladie. Celui qui a été le premier président du conseil régional en 1983, maire d'Irakubo et sénateur honoraire après 18 ans de mandat, était aussi un amoureux de la prose qui a publié 9 livres, dont le célèbre J'assume. Le député Serville est à nos côtés pour revenir sur la vie de ce bâtisseur. Bonsoir député. Si vous le permettez, avant d'échanger, nous allons voir ensemble les réactions des Guyanais suite à la disparition de M. Othily à l'âge de 73 ans. La réaction, elle est vraiment... je ne sais pas quoi dire. Ce que je peux vous dire, c'est que Georges Othily était un ami d'enfance. On était de très 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 bons amis. Je suis entré en politique. J'ai été élu en 1979 en même temps que lui comme conseiller général. Tous les meilleurs souvenirs. Nous avons travaillé ensemble, nous avons construit les lycées à l'époque, les ponts, les collèges. Les collèges, non, mais les lycées et les ponts à l'époque, tout le monde était contre. Même l'État n'était pas très favorable. Mais nous avons quand même pris des décisions importantes pour la Guyane. Et aujourd'hui, on n'a qu'à voir, il les a réalisées quand même quelque chose d'important. Le désenclavement de la Guyane en matière des infrastructures routières, notamment de liaisons, notamment portuaires, que nous avions décidé au niveau de la CTG d'inaugurer aujourd'hui. Et le décès, justement, nous est annoncé au jour où nous allons donner à cette dénomination. Donc, on a une grande pensée pour lui et sa famille. Et on sait qu'il restera gravé dans la mémoire des Guyanaises et des Guyanais. Dire que la Guyane a perdu un très grand visionnaire. J'ai rencontré Georges Othily en 1994, très précisément. Il m'a sollicité pour me permettre de rentrer dans la vie publique, la vie politique en Guyane en 2004, un petit peu avant les élections régionales, parce que c'est à cette occasion que j'ai démarré ma carrière politique. Et depuis, j'ai beaucoup œuvré, beaucoup travaillé avec Georges Othily pendant cette période. Et je dois dire que vraiment la Guyane a perdu un très grand, qui avait une vraie vision pour le territoire, une vraie idée de ce que devait être la société guyanaise dans son ensemble, en termes de sérénité, de sagesse, de stabilité. Et il avait des idées très, très arrêtées sur les axes de développement de la Guyane, tout en s'inspirant beaucoup de jeunes qui rentrent, de jeunes qui sont volontaires. Ça touche vraiment puisque ça a été un des grands hommes en tous les cas de la Guyane, qui a su construire. Et ce qui me touche encore plus, c'est aujourd'hui était prévue l'inauguration à son nom, puisque ce pont allait porter son nom. Et c'est vrai que c'est une partie de la Guyane qui part. C'est une partie de la mémoire guyanaise qui part. Voilà, donc c'est quand même très dur. Georges et moi, nous avons connu des destins au même moment, puisqu'il a été mon adversaire et j'ai été le sien également pendant un moment. Et c'est également un style qui disparaît.
Parce que Georges Ottilie avait la réputation d'être un bâtisseur, un visionnaire, ce qui est vrai. Il avait un style bien à lui, qui était parfois désopilant, mais il laisse aujourd'hui un vide dans le monde politique, et en tout cas une trace à partir de ce qu'il a fait. C'est donc un jour de tristesse pour nous tous. Bonsoir, M. Serville. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, oui. Merci. Dans quelles conditions vous êtes-vous rencontré avec M. Ottilie? Ça remonte. Nous sommes en direct? Non. Pardon? Nous sommes en antenne? Oui. Excusez-moi, je croyais qu'on était en train de faire des essais de son. J'ai rencontré M. Ottilie en 2003, essentiellement lorsque M. Raphaël Robesson, qui à l'époque était secrétaire général des Forces démocratiques de Guyane, m'avait invité à les rejoindre pour pouvoir poursuivre le travail qu'ils avaient entamé au sein des Forces démocratiques de Guyane. Mais je dirais que M. Ottilie, je l'avais rencontré comme tous les Guyanais à travers sa présence à la télévision et à la radio. Il était déjà sénateur et j'avais été subjugué par la capacité qu'il avait à défendre les intérêts de la Guyane, la vision aussi qu'il déclinait à travers ses différents projets. Et je crois que c'est essentiellement cette approche de l'homme que j'ai eue qui m'a incité à aller travailler à ses côtés lorsque l'occasion s'est présentée en 2003. Justement, quand vous avez commencé à travailler ensemble, quels ont été vos rapports? C'était des rapports extrêmement cordiaux parce que j'appréciais le côté visionnaire de l'homme, même si on a beau le dire, pour pouvoir mener les hommes de cette manière-là, il fallait qu'ils disposent d'une main de fer dans un gant de velours. Mais je me rappelle de quelqu'un qui avait le sens de la pédagogie, qui avait le sens de la synthèse, un homme extrêmement cultivé, qui savait dire les choses. C'était un féru également de littérature. Et donc je pense que ce sont tous ces paramètres qui ont fait qu'à un moment donné, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai vite compris qu'il y avait matière à faire, qu'il y avait matière à pouvoir s'investir à ses côtés. Dans tous les cas, je pourrais dire que c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier du monde politique. Ça a été mon mentor, c'est lui qui a guidé mes premiers pas. Et pour cette raison, je tenais particulièrement à témoigner de ces instants-là, à lui rendre hommage et à dire ma peine et ma tristesse dans ces moments. Et puis surtout, d'avoir une pensée particulière pour sa famille, pour ses enfants, pour Chédi, que j'ai eu à l'époque comme élève lorsque j'étais encore professeur de mathématiques, et présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches. Le mot mentor revient très souvent quand on lit tous les hommages qui lui sont adressés. Quelle qualité intrinsèque il avait en lui qui faisait que, en tant que jeune qui veut apprendre, on se tournait immédiatement vers M. Ottilie? Je crois que Georges avait cette capacité de nous transmettre son amour pour la Guyane. Ça n'était pas un amour fin, c'était un amour sincère, c'était un amour réel. Il y a un autre qualificatif qui revient souvent, c'est le terme visionnaire. Je crois que personnellement, je l'ai inscrit dans la lignée de ces grands hommes tels que Maloué, tels que Guisan, qui à la fin des années 1800 étaient en capacité de dire eh bien, on va aménager Cayenne, alors qu'à l'époque Cayenne se réduisait à une portion congrue. Il y avait 2 pelés 3 tendus en termes d'habitants, ils n'étaient pas très nombreux, mais il n'empêche qu'à cette époque, eh bien, ces hommes-là ont voulu donner à Cayenne une image particulière lorsqu'ils ont érigé la place des Palmistes, lorsqu'ils ont fait le jardin botanique. Je me dis, voilà, il y avait des gens qui avaient cette idée, une grande idée de la Guyane et qui se donnaient les moyens de mettre en évidence ces idées-là. Je me rappelle de certaines anecdotes. Lorsque Georges nous parlait, il nous disait qu'il rêvait dans nos PA d'un grand théâtre sur la vallée de l'Oyapock. Alors ça faisait sourire tout le monde, mais après, quand il faisait la démonstration, eh bien, on se rendait vraiment compte qu'il y avait en lui cette volonté de donner à la Guyane le meilleur de ce qu'il possédait. J'en veux pour preuve également ce projet d'importer en Guyane, de faire construire en Guyane une usine de production d'électricité à base de nucléaire. Alors bien évidemment que lorsque Georges nous expliquait cette idée, on se disait mais non, président, c'est surdimensionné, ça ne correspond pas aux idéaux du moment. Et puis lui de nous répondre tout simplement, eh bien, vous savez, la Guyane dans son bassin amazonien peut vendre de l'électricité pour le Brésil, pour le Suriname, pour le Guyana. Et donc c'est vraiment cette idée que je retiens, c'est cette vision qu'il avait et puis cette volonté surtout de désenclaver le territoire, de faire en sorte que tous les habitants puissent circuler librement, qu'ils puissent s'épanouir à travers une Guyane qui soit vraiment développée, à travers la construction des établissements scolaires, des lieux de culture, et puis surtout cette capacité qu'il avait à pouvoir faire confiance à la jeunesse, parce que lorsqu'il a pris les rênes de la première entité régionale, eh bien, il n'a pas hésité à embaucher des jeunes Guyanais sur des postes de cadre, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement la formation pour pouvoir occuper ces fonctions de responsabilité. Mais je
considère, et nous avons tous considéré qu'à un moment donné, l'histoire lui a donné raison, parce que ce sont des jeunes qui ont grandi, qui ont appris le métier et qui ont été en capacité d'être de très très bons administratifs, de très très bons techniciens. Et ça, je pense que la Guyane devra lui rendre honneur. Il nous a transmis un flambeau, il nous a donné une direction et il faudrait qu'on soit capable, quelles que soient nos tendances politiques, quelles que soient nos ambitions, quels que soient nos lieux de résidence, eh bien, que nous soyons capables de poursuivre le travail qu'il a entamé. Justement, en parlant de poursuite du travail entamé, qu'est-ce qu'il laisse pour vous, techniquement, vraiment concrètement, comme héritage aux jeunes Guyanais? Si on doit parler aux jeunes Guyanais aujourd'hui de l'héritage laissé par M. Otili, quel mot peut-on employer? Vous savez, M. Otili, c'était presque un nationaliste. Je dis presque, c'est pour sensiblement nuancer. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu à affronter les services de l'État, qui a eu à mettre le poing sur la table pour dire, alors que les services de l'État n'étaient pas d'accord avec certains travaux, les ponts, les routes, les lycées qu'on trouvait être grands, eh bien, qui a tapé du poing sur la table en disant que c'est pas grave, les Guyanais vont s'endetter, mais ils seront endettés pour des raisons valables et ils sauront le travail qui a été fait à ce moment-là. Et si je veux retenir quelque chose aujourd'hui par rapport à ce qu'a été Georges, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport au chemin qu'il a tracé, c'est cette volonté, c'est cette hargne qu'il a démontrée face aux services de l'État, de se dire que lorsque nous avons la responsabilité d'un territoire, lorsque nous avons la responsabilité des gens qui habitent ce territoire, eh bien, nous ne devons pas avoir peur de ceux qui, à Paris, ne comprennent pas ces réalités-là et qui trouvent toujours que tout est trop pour la Guyane. Je pense que s'il y a un élément véritablement, au-delà de tout ce que j'ai pu dire précédemment, que je voudrais retenir, c'est cette capacité à dire non lorsqu'il faut dire non dans l'intérêt de la Guyane. Ce côté frondeur que l'on doit retenir? Alors, on va l'appeler frondeur, on va l'appeler rebelle, on va l'appeler le côté nationaliste, le côté engagé, parce que lui aussi, il rêvait de statut sui generis pour la Guyane. Lorsque nous allions vers le 74, il disait, bon, les choses avaient éventuellement bougé entre-temps, parce que entre le moment où j'ai quitté l'FDG et le moment où on arrive en 2010 pour parler d'évolution institutionnelle, les lignes avaient bougé, mais je crois que fondamentalement, Georges Otili avait cette envie en lui d'être guyanais, de faire vivre la Guyane. Et pas plus tard qu'hier matin, je relisais chez moi des extraits de ces rapports, les rapports de ces travaux menés au Sénat. Et on voit bien à travers les lignes que c'était quelqu'un qui était profondément guyanais, qui était profondément guyaniste et qu'il avait une phrase magique qui nous disait « il n'est ni de droite ni de gauche, ceux qui veulent gagner donc à venir avec moi ». En quelque part, on va dire qu'il était un précurseur de ce que Emmanuel Macron fait aujourd'hui. Mais sur certaines thématiques, on peut considérer qu'il avait entièrement raison. Lorsqu'on se pose la question de savoir s'il faut faire un pont pour Alamana, s'il faut faire un pont pour aller à Roura, s'il faut construire des lycées, des lieux de culture, etc. Ça ne souffre pas de coloration politique. Je crois que c'était l'homme qui était placé au cœur de ses préoccupations et il nous en a fait la démonstration. À charge pour nous aujourd'hui de continuer sur cette lancée. Nous allons conclure sur ces belles paroles. Merci beaucoup, député, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Retour au niveau du chômage en Guyane, 45% pour les 15-25 ans, avec une démographie galopante et les métiers non attractifs en Guyane. L'INC et la préfecture ont tenté de mener une étude sur l'évolution du chômage. Pierre Tréfou a interrogé la directrice de l'INSEE. Entre 2006 et 2013, le marché du travail en Guyane a vu 17 000 personnes de plus en âge de travailler sur le marché du travail. Et donc concrètement, ça fait un peu plus de 2000 par an, donc c'est important, et qui se divise en gros en à peu près la moitié qui ont trouvé du travail, un petit peu moins de la moitié, et puis un petit peu plus de la moitié qui sont au chômage. Donc on arrive aujourd'hui pas complètement à créer suffisamment d'emplois pour endiguer le chômage qui reste structurel. Dans les faits, le taux de chômage il reste stable, mais la population elle augmente. Donc le nombre de personnes qui sont au chômage augmente. Donc c'est vrai qu'actuellement, il faudrait dépasser un seuil de 400, 500, 600 emplois en plus par an pour arriver à faire doucement diminuer le chômage. On en est actuellement très très loin et donc on voit qu'au niveau en plus des classes d'âge, on a des comportements très différents. Les jeunes arrivent et peinent vraiment à trouver du travail avec 44% de taux de chômage, alors que les seniors, eux, arrivent à plutôt trouver des emplois et des emplois qualifiés. On a fait des projections jusqu'en 2022, et donc les 5 prochaines années, donc c'est assez court, mais ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a toujours beaucoup de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, puisque c'est le dynamisme de la région, dynamisme démographique, mais parallèlement à ça, on a la réforme des retraites,
qui va faire que les gens travaillent plus longtemps. Donc les seniors vont rester plus longtemps en emploi. Et tout ça, ça va faire que par rapport à la période récente, beaucoup plus de gens vont arriver sur le marché du travail. Donc là, on est à plus de 2500 personnes par an jusqu'en 2022. La couronne de Miss France retourne dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette année, les Miss d'Outre-mer n'ont pas fait la différence à Châteauroux et seule Miss Réunion s'est démarquée en terminant à la 5e place. Toutefois, Miss Guyane a été présélectionnée dans les 12 finalistes. Leur réaction suite à cette soirée très particulière. Et après une Miss France blonde, une brune, une à la crinière de Lyon, pourquoi pas une rousse? Il n'y a pas eu de coup sur coup comme l'espérait Miss Guyane. La couronne de Miss France repart en hexagone. Miss Nord-Pas-de-Calais succède à la Guyanaise Alicia Eliès qui a achevé son année de Miss tout en beauté. Je n'ai pas encore réalisé que ça y est, mon année est terminée. Je suis vraiment très contente, parce qu'en plus j'ai eu l'occasion de lui parler plusieurs fois durant son aventure, de lui donner quelques conseils. Elle a assuré, donc c'est à elle de gagner ce soir. Je suis vraiment très contente pour elle et je pourrais partager avec elle mon expérience. Et quand est-ce que tu rentres en Guyane alors moi je rentrerai quelques jours, je vais me prendre quelques vacances, mais quand, ce sera une surprise. Celle qui avait la lourde tâche de lui succéder en représentant la Guyane n'a pas démérité en atteignant la finale. On pensait que je n'aurais pas fait partie des finalistes et pourtant j'y suis. Alors je suis très satisfaite. Et tu gardes quoi de manière générale de ce concours, de cette cérémonie? Donc c'est allé très vite. Finalement je n'ai pas été aussi stressée que je le pensais. Et donc j'ai pris plaisir sur scène et c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Même parcours pour la deuxième dauphine de Miss Martinique dont la soirée a été à l'image de son aventure Miss France. Il y a eu beaucoup de rebondissements, ça n'a pas été facile, les gens n'ont pas été forcément gentils tout le temps, mais je suis fière, j'y suis arrivée, je suis dans le top 12 de Miss France et ça personne ne pourra me le retirer. Elle n'a pas été retenue parmi les 12 finalistes, mais Miss Guadeloupe est fière de son parcours. Parce que je suis restée moi-même du début jusqu'à la fin. Après c'est vrai que c'était un peu difficile puisque j'étais la Benjamine de la promo. Mais au-delà de ça, voilà, je suis très très fière et je suis très contente de retourner en Guadeloupe du coup. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces Miss pourront en effet passer les fêtes de fin d'année auprès des leurs dans leur territoire respectif. Vendredi dernier, les EHPAD de Cayenne offraient à nos aînés une jolie fête de Noël placée sous le signe de l'amusement et de la bonne humeur. Nous avons eu la chance d'y participer. Cette année, les 3 EHPAD de l'île de Cayenne se sont mobilisés pour organiser un Noël commun pour nos aînés. Cette fête, placée sous le signe de la solidarité, a eu lieu lors d'un après-midi festif à l'hôpital André-Rosemont. Nous avons souhaité faire un Noël pour rassembler l'ensemble des personnes âgées de l'île de Cayenne, donc les 3 EHPAD de Cayenne, l'IMED, l'ADAPI, afin de partager un moment convivial et jovial pour finir cette année sur une note positive. Au programme, une messe, un goûter, des artistes et des cadeaux à gagner, tous les ingrédients pour un moment de partage qui a eu l'heure de plaire aux résidents de l'EHPAD. C'est bien organisé, c'est convivial et en plus il y a l'IMED. Je passe un bon moment, j'ai bien mangé, oui. Et la musique, la musique me plaît beaucoup, mais je ne vais pas danser. Malgré le travail nécessité par cette parenthèse festive, la joie de nos gangans n'avait pas de prix pour le personnel présent et leurs familles. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 18 décembre. Peine, chagrin, douleur, les sentiments exprimés depuis l'annonce officielle de la mort de Georges Otili ont cela de commun qu'ils tentent de mettre un mot sur le ressenti des Guyanais face à la perte d'un des hommes-femmes de notre territoire. Nous lui avons rendu hommage dans ce journal. La dernière séance plénière de la CTG, bien que bousculée par le départ du président suite à l'annonce du décès de M. Otili, a validé le budget primitif 2018, budget augmenté qui met l'accent sur l'aide aux personnes âgées, la construction d'établissements scolaires et l'aide sociale à l'enfance. Ruth Briquet peut être fière d'elle et la Guyane aussi. La jeune femme s'est hissée parmi les 12 finalistes de l'élection de Miss France malgré une concurrence implacable. Elle s'est confiée pour nous sur cette soirée particulière. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian, belle bonne soirée.